Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 3 questions sûres consacré à vos interrogations sur la déclaration des revenus 2020. Comme chaque semaine, nous avons sélectionné 3 questions parmi celles que vous nous avez posées. À mes côtés aujourd'hui pour vous répondre, notre experte Claire Garabédian, journaliste au sein de la rédaction fiscale. Bonjour Claire. Bonjour Marianne. Alors Claire, plusieurs abonnés nous ont interrogés concernant la fusion entre déclaration des revenus et déclaration sociale des indépendants, se demandant notamment quelle est la base des cotisations RSI pour les revenus 2020 ou encore si la déclaration des revenus comprend également les charges sociales. Est-ce que vous pourriez éclairer nos abonnés, Claire, car on sent bien qu'il y a de la confusion. Oui, alors en 2021, en fait, il y a une fusion de déclarations. Donc les travailleurs indépendants, ils vont déposer une seule déclaration, là dans les semaines qui viennent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu et pour le calcul de leur cotisation sociale. Mais en fait, c'est que l'administration fiscale, c'est le point d'entrée, donc c'est seulement l'administration fiscale qui va collecter toutes les informations, mais elle va en partie après les transmettre aux organismes sociaux. Donc, si vous voulez, sur l'avis d'imposition, il y aura toujours un avis d'imposition qui va uniquement appeler l'impôt sur le revenu, mais ce n'est pas l'administration fiscale qui va appeler les charges, comme le connaissent les indépendants. Donc, c'est toujours deux choses distinctes. D'accord. Et petit aparté aussi, c'est que en fait, ceux qui sont concernés par la fusion de déclaration, donc en principe, c'est les travailleurs indépendants qui ont travaillé, exercé leur activité indépendante en 2020, mais il y a quand même toute une partie de la population qui n'est pas concernée, puisque ne sont pas concernés les assurés qui relèvent du régime de sécurité sociale des praticiens et auxiliaires médicaux non conventionnés, le régime des artistes-auteurs, également les assurés du MSA, donc de la mutualité sociale agricole, ceux qui sont auto-entrepreneurs également, qui continuent de faire la déclaration, également un petit bout d'indépendants qui sont assimilés à des personnes relevant du régime général de la sécurité sociale. Donc c'est un petit cas très particulier. Donc là, tout ça pour dire en petit aparté que tout le monde n'est pas concerné par cette fusion. D'accord. Et pour avancer sur la détermination de l'assiette sociale, donc pour répondre à la question qui était de quelle est la base des cotisations, donc pour déterminer cette assiette sociale, la déclaration des revenus s'est enrichie d'un nouveau volet. Donc il y a tout plein de cases dédiées à la collecte d'informations qui vont être transmises aux organismes sociaux. Et peut-être que les abonnés sont peut-être confus sur ces nouvelles données, cette nouvelle déclaration, parce que déjà, on ne la trouve pas en papier. En fait, elle est uniquement visible en ligne, donc pour ceux qui télédéclarent via le portail impôts.gouv, ou pour ceux qui sont en déclaration EDI, en fait, c'est via un éditeur de logiciels fiscaux. Mais on ne la trouve pas en papier. Ceux qui déclarent papier vont devoir se rapprocher des organismes pour faire cette fameuse déclaration sociale des indépendants, qui en principe disparaît parce qu'elle est absorbée dans la déclaration des revenus via ce nouveau formulaire et ces cases dédiées. Il y a certaines rubriques également en fait, qui seront pré-remplies dans ces données sociales, parce que le but est toujours d'éviter le plus de manipulations possible aux contribuables, aux usagers. Donc en fait, certaines données seront pré-remplies si les entreprises à l'IR ont déposer leur liasse des entreprises avant de faire cette déclaration d'impôt sur le revenu, c'est ce qui est recommandé. Mais bien sûr, ces informations, on pourra les corriger ou pourront être complétées. Ce n'est pas figé dans le temps. Et donc voilà, pour donner un point final à la question, je suis un petit peu longue, désolée, sur la question de la base des cotisations pour les indépendants. En fait, elle n'a pas changé, ça reste toujours la même. C'est juste que la collecte des données se fait plutôt via directement la déclaration des revenus, plutôt qu'auprès de 2 organismes distincts. Et encore pour pas toutes les populations. Donc, pour le détail de la base de cotisation, je renvoie nos abonnés en fait au guide qu'on fait sur les professions libérales, qui reprend tout ce détail, ou sinon même dans la brochure en fait que publie l'administration fiscale, il y a tout un détail pour en fait aider les indépendants ou le déclarant à comprendre quelles cases sont prises en compte
pour le calcul des charges sociales en fait. C'est une brochure qui est disponible en ligne. Tout à fait. Voilà, très bien. Merci pour ces premières précisions. On passe à la question suivante. Virginie, collaboratrice expert comptable, souhaite savoir si parmi les aides Covid, certaines sont fiscalisables. Alors je précise que la question concerne a priori les compensations pour perte de chiffre d'affaires perçues par des entreprises en raison de la pandémie et pas des primes Covid versées aux agents publics ou au personnel médical. Oui, alors donc ces fameuses aides Covid, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu, donc elles sont défiscalisées. Je fais référence donc aux indemnités, aux aides versées notamment par le Fonds de solidarité, par la CPSTI, donc la Caisse de protection sociale des travailleurs indépendants, par la CNAF-PL, donc c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, et par la CNBF, c'est par la Caisse nationale des barreaux français. Donc toutes ces aides versées effectivement de compensation de chiffre d'affaires sont exonérées d'impôt sur le revenu et sont exonérés également certains abandons de loyer, ceux qui sont consentis en fait pour la location de loyer à une entreprise qui a fait face à des difficultés liées à la pandémie et que cet abandon est consenti en fait entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 et sous réserve que le bailleur n'ait pas de lien de dépendance avec l'entreprise. Et si c'est le cas, s'il y a des liens de dépendance, il doit prouver par tout moyen qu'effectivement l'entreprise était vraiment en difficulté de trésorerie pour justifier cet abandon de loyer. Très bien, merci Claire. On arrive déjà à la troisième et dernière question. Paul, collaborateur expert comptable, nous demande: puis-je déduire les frais liés au télétravail et non remboursés par mon employeur? Et si oui, puis-je déduire un montant forfaitaire? Alors déjà, faut, d'un point de vue fiscal, il y a deux situations. Est-ce qu'on parle d'un indépendant ou d'un salarié? Donc si on est salarié, est-ce qu'on a des allocations qui sont versées par l'employeur? Donc effectivement, s'il y a des allocations qui sont versées par l'employeur, là on a une notion de forfait qui arrive parce que si l'employeur a versé des allocations forfaitaires qui sont liées au télétravail et que celles-ci sont utilisées conformément à leur objet, on considère qu'elles sont exonérées d'impôt sur le revenu. Et en fait, l'administration fiscale et sociale d'ailleurs ont publié en fait des commentaires pour préciser le contour en fait de ces exonérations. Il y a des plafonds, bien entendu. Donc, ils sont mis d'accord sur une exonération a priori de l'allocation de, par exemple, s'il y a un jour de télétravail par semaine, il y a une exonération de 10 € par mois au titre de l'allocation. S'il y a 2 jours de télétravail par semaine, il y a 20 € exonérés au titre de l'allocation et ainsi de suite. Des méthodes un peu plus fines, un peu différentes, où ça peut être 2,5 € exonérés par jour de télétravail, si le nombre de jours en fait, de télétravail varie au cours du mois. Donc ça, c'est des méthodes, mais de toute façon, au final, sur le montant cumulé sur une année, il y a une exonération à hauteur de 550 € par an au titre de l'allocation, donc qui serait versée par un employeur. Et je comprends que ça, ce n'est pas forcément le cas le plus courant. Le cas le plus courant, je pense, la question de l'abonné, c'est de dire si j'ai payé une chaise pour être bien assis à la maison, est-ce que je peux la déduire? En fait, on retombe sur les règles classiques de frais réels ou déduction forfaitaire. Quand on est salarié, soit on est automatiquement à la déduction forfaitaire de 10%, qui couvre tous les frais professionnels liés à l'activité, soit on déduit ses frais réels. Mais déduire ses frais réels, c'est de pouvoir le prouver, sauf certains frais peut-être qui sont déductibles de manière forfaitaire, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, il ne pourra pas déduire des frais forfaitaires au titre du télétravail, si ce n'est de pouvoir justifier les frais qu'il a avancés pour son télétravail. Et même s'il est indépendant, c'est à peu près les mêmes règles en fait. Soit on est un régime micro, donc là il y a un abattement forfaitaire qui est appliqué pour déterminer le revenu net imposable soumis à l'impôt sur le revenu, soit on est dans la déduction de frais réels. Donc on retombe sur... il faut déduire avec des factures et justifier des frais avancés au titre du télétravail. Très bien. Merci Claire pour votre précieux décryptage et puis à très bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques pour déclarer les revenus de 2020 dans le cahier mensuel impôt sur le revenu RF 1123 et notamment une partie déclarative pratique avec des commentaires concernant chaque case des formulaires de la déclaration, dont une nouvelle fiche dédiée à la déclaration des revenus des indépendants. Prochain rendez-vous pour 3 questions sûres dans 2 semaines avec une nouvelle thématique à découvrir comme toujours dans votre newsletter. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos publications. Très bonne journée.